sama càmmiñ dalal jàmm ak salaam. Nitienu. Neongo. Bere. Audanse. Vous écoutez Kisigi, le podcast de l'Afrique par les Africains. Je suis Elisabeth. Aujourd'hui, c'est Kabou, psychothérapeute, qui nous parle de son retour après 20 ans passés hors de son pays. Elle nous explique comment, malgré toute la préparation, le courage est plus que nécessaire face à certaines situations qu'on ne pourrait anticiper. Le hasard fait bien les choses car il y a une semaine, le 10 octobre, c'était la journée mondiale de la santé mentale. Cette journée a pour but de rappeler à chacun combien il est important de prendre soin de sa santé mentale et aujourd'hui plus qu'hier, nous avons des professionnels ressources qui existent. Kabou exerce en santé mentale depuis 2009. Elle a été d'abord conseillère en santé mentale, puis psychothérapeute certifiée. Elle a exercé aux États-Unis jusqu'en 2019, avant de rentrer au pays pour contribuer à faire changer le regard que nous posons sur la santé mentale. Consciente que la santé mentale est un domaine qui nécessite d'être à la pointe, en plus de ses 2 masters obtenus aux États-Unis, Kabou continue de se former. Elle reviendra d'ailleurs dans un épisode bonus pour nous parler de la dépression et particulièrement de la dépression chez les étudiants. Vous pouvez découvrir ces articles très riches sur le compte Facebook de sa clinique, Centre d'accompagnement psychologique et mental, dont le lien est en descriptif de l'épisode. Donc, j'ai pratiqué pendant 10 ans en santé mentale. D'accord. Et 6 ans, dans les 10 ans, 6 ans à un niveau professionnel assez élevé. Sinon, j'ai fait au total 15 ans aux États-Unis. Mais pourquoi les États-Unis? Pourquoi les États-Unis? Je pense que c'est ma famille. Croyez-moi, j'étais au Zimbabwe avec ma sœur aînée. J'ai fait 3 ans et demi, presque 4 ans. Elle travaillait aux Nations Unies là-bas. Elle est dans un autre pays maintenant. Et moi, je n'ai jamais voulu aller aux États-Unis. Moi, j'ai voulu aller en Australie. Wow. Et elle me disait que c'était trop loin. Du Zimbabwe, c'était pas loin. Comme du Burkina, parce que le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, c'était pas aussi loin. Elle disait que non, c'était trop loin. Si elle quitte le Zimbabwe, j'allais être trop loin de tout le monde, quoi. Sinon, c'est les universités en Australie, parce que la plupart des Zimbabwéens s'inscrivaient là-bas en Australie pour aller étudier. Donc, c'est elle qui m'a fait inscrire aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous êtes en Australie, grâce à Internet. Voilà. Je suis en Australie, voilà. Ok. Grâce à la technologie. Donc, après 15 ans aux États-Unis, qu'est-ce qui vous décide à rentrer? Qu'est-ce qui vous donne envie de revenir? Ah, vous savez, on n'est jamais mieux que chez soi. Et je viens d'un pays nettement moins développé que les États-Unis. En fait, j'étais fatiguée de rester loin de la famille. Je suis la dernière de ma famille et j'étais celle qui était le plus loin possible. Donc, j'avais la pression de ma famille, particulièrement de ma mère et de ma sœur aînée qui me répétaient chaque année de rentrer. Donc, j'avais cette pression-là. Mais aussi, le fait que je venais de temps en temps en vacances et je voyais que la santé mentale ici n'était pas du tout développée. Donc, j'avais en tête de venir essayer de sensibiliser les gens sur la santé mentale, travailler dans ce domaine et aider les gens à mieux comprendre ce que c'est. Donc, c'est pour des raisons de famille et raisons professionnelles. Et quand vous rentrez les premiers fois au pays, comment ça se passe? C'était pas facile, c'est un grand changement. Côté climat, c'est totalement différent. Plein de choses. Donc, c'était un peu compliqué de s'adapter au début. Et puis, bon, il faut remettre en pratique certaines habitudes, rendre visite aux gens, recevoir les gens. Ce qu'on faisait pas beaucoup aux États-Unis. Donc, il y avait ce côté culturel-là qu'il fallait vite remettre en place. C'était pas facile. Il fallait être beaucoup investi dans le social, participer aux cérémonies. Donc, c'était pas vraiment facile au début. Et il y avait la langue aussi.
Maintenant, je me débrouille pas mal en français, mais c'était pas facile je ne parlais pas beaucoup aux gens parce que j'étais consciente que j'allais faire des fautes. Mhm. Donc, j'évitais de beaucoup parler pour ne pas, si c'est la famille, bon, ça va, mais si c'est des gens de dehors, j'étais consciente que j'avais des lacunes en français. Le problème du français est souvent, comment dire ça? C'est assez drôle parce qu'en français, on a peur de faire des fautes. Pendant qu'en Oui, c'est ça. anglais, Oui, même quand on fait des fautes, on a l'impression que c'est pas grave. Je sais pas si c'est parce que c'est pas notre première langue apprise à l'école, mais je sais pas pourquoi on oui, se bien juge sûr. aussi durement sur une langue qu'on a apprise finalement à l'école. Non, mais c'est à cause de la culture anglophone. Par exemple, aux États-Unis, si vous faites des fautes en anglais, personne ne met l'accent sur ça. Les gens ils ne font même pas attention à ça. On se moque pas de vous parce que vous parlez pas bien. Ça ne se remarque pas, quoi. On sent qu'ils sont vraiment indulgents quand vous faites des erreurs. Mais le système français, ils sont beaucoup plus rigides dans la langue française. Et quand vous faites des fautes, tout de suite, ça se remarque. Mm. Voilà. Est-ce que on fait aussi un parallèle entre le niveau d'éducation et la maîtrise du français? Au Burkina, ici, quand vous parlez pas français, c'est tout de suite la conclusion que vous n'êtes pas éduqué. Parlant de la scolarité, vous n'êtes pas allé loin à l'école. C'est surtout ça. Et côté professionnel, quand vous revenez, est-ce que vous vous insérez directement professionnellement? Vous rentrez parce que on vous a proposé un poste, parce que ça peut arriver, ou vous abandonnez vraiment tout aux États-Unis et vous rentrez pour vous lancer? Je n'avais pas de proposition en tant que telle. Quand je suis venue, bon, j'ai eu à échanger avec une dame qui avait déjà un cabinet sur place, mais quand je suis venue, elle disait que si c'était un stage non payé, il n'y a pas de problème et qu'elle n'avait pas les moyens de me payer. Bon, c'était pas trop ce qu'on s'était dit au téléphone. Donc, tout de suite, j'ai compris que ça allait être compliqué de trouver du boulot. Je n'avais pas de promesse en tant que telle et je savais que le terrain côté santé mentale allait être très dur parce que notre culture ici, on n'est pas trop santé mentale. Les gens ne comprennent pas trop ce que c'est. Pour eux, quand on parle de santé mentale, c'est la folie. Donc, je savais que ça allait être très dur pour moi de faire comprendre aux gens que c'est pas forcément la folie et que on a tous quelque part besoin de temps en temps d'être suivis pour une raison ou pour une autre. Et ça a été plus dur que je le pensais parce que j'ai voulu tendre la main aux professionnels qui étaient déjà là dans le domaine de la santé mentale que j'ai découvert sur le terrain. Mais étant donné que j'avais un diplôme étranger, ils n'étaient pas très réceptifs. C'est comme si ils voulaient pas collaborer avec moi, ils voulaient rien avoir à faire avec moi. Donc, c'était pas facile. J'ai contemplé repartir les 4, 5 premiers mois parce que c'était de voir ce rejet-là. Quand on vient, on a cette impression que bon, on vient pour amener notre contribution à notre pays. On, on peut avoir une idée que ça va pas être facile, mais on ne sait pas vraiment l'ampleur que ça va prendre. Donc, ce rejet-là, c'était pas facile. Donc, j'ai songé à partir, mais bon, après, je suis restée. Au bout de combien de temps vous avez songé à partir? Au bout de 4, 5 ou disons 6 mois comme ça, Mhm. j'ai compris tout de suite ce à quoi j'avais à faire. Je savais que si je restais, j'allais devoir apprendre à me battre seule. Les gens n'étaient pas prêts à collaborer avec moi ou à travailler avec moi. Et se battre seule aux États-Unis, j'ai toujours travaillé pour différentes boîtes. Donc, je n'avais pas ce côté où je crée quelque chose de moi-même. Je n'avais pas de clinique ou bien de cabinet privé là-bas. Je travaillais pour des gens. Je suis habituée à cette atmosphère où je travaille, j'ai mon salaire chaque 2 semaines. Et là,
je savais que si je restais, j'allais devoir sortir en anglais on dit my shell, sortir de ma carapace pour faire quelque chose que je n'avais jamais dû faire auparavant. Du monde du salariat, qui était votre monde de confort, au monde entrepreneurial, finalement, qui était le monde qui vous amenait à sortir de votre coquille et à pouvoir être toute seule. Est-ce que c'est le fait d'être toute seule qui était difficile pour vous, ou bien c'était de vous visionner en tant qu'entrepreneur? Et pour vous dire la vérité, je n'ai jamais pensé à ce terme entrepreneur. Quand vous dites ça, pour moi, c'est quelque chose de, je sais pas trop. Même jusqu'à présent, je suis à mon propre compte, mais je ne me vois pas en tant qu'entrepreneur. C'est bizarre. Être toute seule, oui, c'est ça qui me faisait peur. Je pensais pas trop à ce terme, l'entrepreneuriat. C'est le fait que je devais me battre toute seule. Et je n'avais pas beaucoup d'informations disponibles. C'était pas facile. C'était surtout ça. D'accord. Et au niveau, justement, administratif, au moment où vous vous dites, bon, ok, personne ne veut me prendre dans son cabinet, je dois me lancer toute seule, soit me lancer, soit repartir. Mais repartir, si j'ai bien compris, c'était pas une option. Au moment où vous décidez à vous lancer, les démarches administratives, comment ça se passe pour vous? C'était vraiment dur aussi parce que j'ai commencé là où je pensais que je devais commencer, le ministère de la Santé, qui m'ont dit que la psychologie n'est pas encore reconnue comme, par exemple, vous avez l'ordre des psychiatres, vous avez l'ordre des médecins. Ça ne dépend pas de la santé, c'est ça? Voilà. Ok. Voilà. Donc, c'était aller d'endroit en endroit, pouvoir trouver les moyens de le faire. Et quand j'ai trouvé les personnes qui pouvaient m'aider parce qu'ils avaient leur cabinet, ils exerçaient dans ce domaine, ils n'ont pas vraiment voulu me donner l'information parce que ici, ce que j'ai compris, c'est que quand vous détenez une information, c'est pour vous, vous la partagez pas. Donc, ils n'ont pas vraiment voulu m'aider en tant que tel. Donc, j'ai dû passer par la maman d'une amie qui était psychologue à la retraite. C'est elle qui m'a beaucoup aidé, m'a orienté pour pouvoir m'installer. Là, vous êtes installé, donc vous avez dû trouver un local, déposer vos documents à l'administration pour pouvoir le faire. Et tout ça, il a fallu combien de temps pour pouvoir le faire? Ça m'a pris approximativement 4 mois. Ça m'a pris approximativement 4 mois. Donc, à peu près 1 an, on va dire, pour pouvoir ouvrir le cabinet. Voilà. Ok. 1 an au total. Je suis venue et quand j'ai ouvert le cabinet, ça m'a pris au total 1 an. Quand vous ouvrez votre cabinet, vous aviez déjà des clients que vous avez vus avant d'ouvrir le cabinet, ou bien combien de temps vous mettez pour avoir votre premier client? Je n'avais pas de clients, mais j'avais créé une page Facebook avec déjà le nom du cabinet où j'avais déjà commencé à sensibiliser les gens sur la santé mentale, à décrire certains diagnostics et les symptômes qui correspondaient à ça. Et je me rappelle, des gens m'avaient contacté à travers ça et je n'avais pas encore le cabinet. Donc, au début, j'ai eu à me déplacer à domicile chez les gens pour faire les séances de thérapie grâce à cette page-là. Et quand j'ai ouvert le cabinet, c'est à travers cette page que la majorité de mes clients passent me contacter pour prendre des rendez-vous. On a parlé des difficultés, mais dans quoi vous vous êtes senti tout de suite à l'aise? Donc, qu'est-ce qui vous a permis de pouvoir tenir pendant ces 1 an-là? C'est surtout la famille, parce que j'étais habituée à être seule aux États-Unis. J'avais perdu beaucoup de repères sociaux et tout ça. Ou bien on dit sociaux, excusez-moi pour mon français. Mais non, on comprend, c'est l'essentiel. La communication, c'est pour se comprendre. Et quand le message passe, c'est vraiment l'essentiel pour moi.
Donc, c'est surtout la famille, être avec ma famille, les anciens amis que j'avais perdu de vue, c'est ça vraiment qui m'a permis de tenir, savoir que bon, je suis pas seule. Et toute ma famille m'encourageait beaucoup parce qu'ils ne veulent pas que je retourne aux États-Unis. Donc, ils me poussaient à pouvoir faire ça pour ne pas repartir. Parce que pour eux, repartir c'était pas une option pour moi. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous manque des États-Unis? Le climat, sans hésiter. Vous étiez où aux États-Unis déjà? Je ne vous avais pas demandé. J'ai vécu 5 ans en Pennsylvanie. Mhm. Là-bas, il faisait extrêmement froid. Il y avait des tempêtes de neige à ne pas finir, des températures de souvent moins 25, moins 30 degrés. Donc, dès que j'ai eu mon premier diplôme, j'ai quitté la Pennsylvanie et je ne suis plus retournée. Je suis allée au Maryland, j'étais à 30 minutes de l'océan Atlantique. Là-bas, il faisait froid aussi. Il neigeait aussi, mais c'était pas aussi grave qu'en Pennsylvanie. Donc, j'ai vécu sur la côte Est. Parce que la Pennsylvanie et le Maryland, c'est la côte Est. J'étais pas loin de Washington et quand j'ai déménagé dans une ville à 30 minutes de Washington où je travaillais. C'était là-bas mon dernier poste avant de... Je sais pas, la prochaine question, comment je peux la formuler. Mais l'idée, en gros, c'est, tout à l'heure, vous avez parlé du partage d'informations avec les pairs. Vous avez l'impression que parfois, il y a une rétention d'informations. On ne sait pas pourquoi. Si c'est pour ne pas faciliter, si c'est par peur de donner la mauvaise information, on va pas interpréter derrière, on ne sait pas pourquoi. Mais à votre avis, comment on peut faire différemment quand il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs? Comment justement cette personne pourrait être aidée différemment à être plus facilement insérée? Vu ce que moi j'ai vécu et j'ai longuement pensé, j'ai des amis qui sont rentrés des États-Unis avant moi et ils ont eu les mêmes expériences que j'ai eues. Donc, j'y pensais à mettre quelque chose en place, peut-être pas maintenant parce que je suis occupée, parce que j'avais vu quelque chose de similaire au Ghana, un site qu'ils créent pour les Ghanéens qui sont à l'étranger, qui étudient, où vous pouvez, on peut même vous employer sur ce site pour travailler au Ghana avant même que vous rentrez. Même si c'est pas le cas, vous pouvez avoir des informations, c'est-à-dire quelqu'un sur place ici va chercher les informations possibles pour mettre à la disposition des autres sur ce site pour leur faciliter la vie. Ça, c'est une très très bonne idée. Et peut-être un peu plus pousser un système peut-être de tutorat qui fait que quand on dit on a un référent, quelqu'un vers qui on peut se retourner pour comprendre ne serait-ce que les codes sociaux. Parce que souvent, il y a ça aussi, on est en décalage par rapport à tout ce qui est code. Voilà, on est totalement en décalage. Donc, c'est créer ça, faire des séances de thérapie en groupe avec les gens qui ont les mêmes expériences, qui viennent pas seulement des États-Unis, de la France, des autres pays, pour avoir ce soutien mutuel des uns des autres. Parce que c'est vrai qu'on a des histoires différentes, mais ça se ressemble en même temps parce que on était des exilés et puis on est revenus. Donc, avoir ce soutien-là parce que beaucoup de gens traversent la dépression quand ils arrivent parce que ils n'arrivent pas à se retrouver, en fait. Le pays qu'ils ont laissé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ce n'est plus le même pays. Ce n'est plus les mêmes repères. Donc, du coup, on sait plus vers qui se tourner parce que quand on est à l'extérieur, quand on n'a pas l'occasion de venir en vacances de temps en temps, on oublie ce que on a seulement l'image du pays qu'on avait quand on quittait. On a nos expériences qu'on a vécues. Et quand on revient pas en vacances et qu'un jour on décide de rentrer, on rentre avec
ces images-là dans notre tête croyant que ça va être la même chose et très souvent on est déçu de voir que beaucoup de choses ont changé, que souvent on a du mal à se refaire une place. On a du mal à se réadapter, à s'engager dans le social et tout. Moi, avant de venir en Australie, ici, j'avoue, je suis dans le Queensland et c'est un site similaire que Mhm. j'ai scruté. Dessus, il y a par exemple les médecins qui peuvent consulter en français, ce qui peut être très aidant avec les enfants. Parce que quand on arrive Mhm. et que les enfants sont malades et qu'ils ne parlent pas la langue, par exemple les enfants anglophones quand ils arrivent au Burkina qui parlent pas la langue, c'est intéressant de Voilà, savoir vers qui on peut se tourner. voilà, c'est ça. C'est des choses qui sont pas, c'est pas du luxe quoi. Parfois c'est vraiment aidant. C'est une nécessité. Mm. Ça aide à avoir un repère quelque part. Et à comprendre comment les choses fonctionnent, même pour ouvrir un compte bancaire. Quand on a quelqu'un qui Voilà. nous explique comment ça fonctionne, parce qu'on vient dans de systèmes pas différents. Et Oui, c'est ça. c'est pas par manque d'intelligence intellectuelle, c'est juste que pour s'extraire d'un système et comprendre un autre système, le système scolaire et toutes ces choses-là, c'est c'est vraiment important. C'est vraiment important. Oui. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression de, on va dire, d'œuvrer dans ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire faire avancer un peu les mentalités sur la santé mentale? Est-ce que vous avez l'impression que les gens que vous touchez comprennent mieux la santé mentale? Et simplement, la question peut être posée plus simplement. Est-ce que vous avez l'impression d'être aidant? Mhm. Je vais pas employer le terme utile, mais est-ce que vous avez l'impression d'être aidant dans votre domaine et à votre échelle? Je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau. Mhm. Je sais que ça va me prendre des années pour atteindre mon objectif, mais je sais que à travers ma page Facebook, que les gens consultent souvent, à travers des conférences que j'ai fait dans le passé et quelques passages à la télévision nationale et à la radio, j'ai l'impression que même si c'est pas à grande échelle, ça a ouvert les yeux de certaines personnes. Parce que la plupart de ceux qui viennent au cabinet disent, mais non, on pensait pas ça de la santé mentale. Pour nous, c'était tout de fou. Pour nous, bon, on se pensait être bien portant jusqu'à ce qu'on lise certains symptômes sur votre page et on se retrouve dedans. Tous les symptômes, par exemple, que vous avez cités sur l'anxiété ou la dépression, ils se retrouvent complètement dedans et ils se rendent compte que bon, la manière dont je me sens, c'est une maladie et cette maladie peut se soigner. Donc, il y a un changement, comme je vous dis, il y a toujours beaucoup à faire, mais j'ai pu toucher pas mal de personnes qui m'envoient des inbox ou qui m'écrivent sur ma page ou certains qui m'appellent ou qui envoient des SMS pour dire qu'ils ont été éclairés par rapport à cette sujet. Mais au bout de combien de temps vous avez réussi à vivre de votre activité? Bon, je dirais qu'au bout de 3 mois comme ça, ce que je gagnais au cabinet, ça pourrait entretenir le cabinet, payer les frais du cabinet et tout. Je consulte beaucoup à l'extérieur aussi, donc c'est ça aussi qui m'aidait beaucoup plus. Euh, Quand le Covid a frappé, j'ai repris le télétravail aux États-Unis en mars 2020. Donc, je consulte là-bas et je consulte aussi parce que la page c'est vu à l'extérieur aussi. Donc, j'ai des gens au Niger, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo que je consulte à distance. Donc,
différentes sources de revenus qui m'aident à pouvoir tenir. Si les consultations uniquement au cabinet, peut-être que c'est au bout de 6 mois comme ça que je peux dire que je peux vivre de ça. Mais les consultations que vous avez au cabinet sont plus que ceux que vous avez à distance ou bien les deux se valent? Ça varie. Il y a des moments où j'ai plus de consultations au cabinet qu'à l'extérieur. Il y a des moments où le chiffre diminue. Par exemple, actuellement, avec la rentrée, ça diminue. À cause de la rentrée, certaines personnes veulent attendre avant de revenir. Donc, ça diminue en ce moment. Donc, il y a des moments où j'ai beaucoup plus de gens au cabinet. Il y a des moments où c'est plus à l'extérieur. D'accord. Si aujourd'hui, vous deviez faire quelque chose différemment de quand vous êtes arrivé, qu'est-ce que ça aurait pu être? Je ne sais pas si j'aurais fait quelque chose différemment parce que malgré les difficultés que j'ai rencontrées, je pense que tout ça, ça m'a formé pour être qui je suis aujourd'hui. Donc, je ne pense pas faire quelque chose différemment. Et je ne vois pas quelle possibilité de loin aux États-Unis, quelle possibilité j'avais de faire quelque chose différemment parce que je ne pouvais pas avoir les informations nécessaires sur l'Internet au Burkina ici pour me situer. Il fallait que je vienne sur le terrain pour apprendre certaines réalités, pour m'adapter. Donc, ça n'a pas été facile, mais je n'aurais rien fait différemment. C'était une formation. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Là, vous avez ouvert votre cabinet. Vous essayez de diffuser largement vos connaissances et surtout les pratiques qui existent pour améliorer la santé mentale, que ça soit sur la radio, à la télé, sur Internet, à travers vos posts Facebook. Mais la prochaine étape pour vous, qu'est-ce que ça pourrait être? Quels sont vos projets? Bon, la prochaine étape, c'est d'étendre ça dans certaines villes du Burkina parce que j'ai des gens qui me contactent des provinces qui veulent être suivis, mais l'Internet, la connexion est mauvaise, on peut pas faire ça à travers Internet et donc c'est pas de m'arrêter seulement à Ouagadougou, mais et aussi consulter hors du Burkina comme je le fais, mais à une plus grande échelle. Parce que c'est pas seulement la santé mentale au Burkina, mais aussi en Afrique de façon générale, parce que les autres pays africains, peut-être sauf l'Afrique du Sud, qui est peut-être un peu avancé parce que eux, ils ont certaines recherches dans le domaine de la santé mentale. En Afrique de l'Ouest ici, les autres pays ne sont pas mieux forcément que le Burkina dans le domaine de la santé mentale. Donc, c'est un rêve pour moi de pouvoir couvrir d'autres pays, soit par des conférences, soit par des sensibilisations de toutes sortes. Pas que je puisse travailler partout à la fois, mais éveiller les consciences. Ça, déjà, quel que soit là où ils vont consulter, ça, ce n'est pas un problème, mais pouvoir ouvrir les yeux des gens sur la santé mentale en Afrique. Est-ce que vous conseillerez à un jeune aujourd'hui de se lancer dans ce secteur-là d'études s'il a pour projet de revenir au Burkina? Oui, je pense que ça sera vraiment bien parce que la santé mentale est en train de prendre de l'ampleur, pas très vite, mais à petits pas. Donc, si quelqu'un étudie dans ce domaine-là, peut-être dans les 5-10 premières années, ça va continuer à évoluer. Donc, je suis sûre que ça aurait de l'avenir. Je sais qu'à l'OMS, avant le Covid, ils commençaient un peu à mettre l'accent sur la santé mentale. OMS Afro, je précise, l'OMS des autres pays, je sais pas, mais l'OMS Afro basé à Brazzaville, il commençait à mettre l'accent sur la santé mentale.
parce que ils trouvaient que c'était important. Le Covid a changé leur programme sûrement. Donc, c'est quelque chose qui a de l'avenir en Afrique parce que grâce aux réseaux sociaux, les gens se réveillent de plus en plus et on a en face de nous la nouvelle génération qui est beaucoup plus exposée, qui a besoin de plus de suivi, qui cherche beaucoup plus d'informations. Donc, le besoin sera encore plus grand dans les années à venir. Aujourd'hui, avec votre expérience de 2 ans, et si vous avez des conseils à donner à un arrivant, quelqu'un qui revient, qui est parti comme vous pendant de nombreuses années, vous avez quitté le Burkina, si j'ai bien compris, pendant presque 20 ans, parce que vous avez vécu 15 ans aux États-Unis, mais avant, vous étiez au Zimbabwe. Oui, oui. Le conseil que je vais lui donner, c'est d'avoir un moral d'acier. Pas tenir compte de certaines choses parce que c'est sûr que quand on revient à des choses, que ce soit en famille, que ce soit dans la société, il y a des choses qui peuvent nous énerver ou qui peuvent, ça ne fait plus partie de nous, nos normes, mais c'est d'être patient, d'être très patient, d'avoir un moral d'acier pour pouvoir supporter beaucoup de choses. Si on n'est pas patient, j'ai un ami qui était là, il vient d'entamer son 6e mois et il repart à la semaine prochaine parce que lui, il n'a pas pu tenir. Wow. Donc, c'est parce que lui, au bout de 6 mois, il se dit qu'il devait avoir trouvé un bon boulot, il devait avoir ceci, cela. Donc, si on n'est pas patient, c'est difficile de tenir. Comment on peut faire pour vous contacter si jamais on a besoin d'avoir quelqu'un avec qui discuter finalement on va dire des mots que nous pouvons avoir côté mental, que ce soit au niveau de la dépression, de la charge mentale, de l'anxiété ou des troubles un peu plus graves que tout cela. Je peux être contactée au travers de ma page Facebook. La page, c'est le Centre d'accompagnement psychologique et mental. Sur Facebook, beaucoup de gens m'envoient des inbox à travers ça. Aussi à travers mon WhatsApp, 226 07 19 76 76. C'est surtout les 2 moyens que les gens utilisent pour me contacter. Super. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitiez ajouter? Quelque chose auquel moi j'ai pas pensé? C'est surtout d'encourager les gens qui sont à l'extérieur, qui veulent rentrer et qui ont peur de ne pas avoir peur. C'est vrai que les difficultés, ça ne va pas manquer. Mais à la longue, c'est rewarding. Il y a du bénéfice dedans, quoi. Parce que on n'est jamais mieux que chez soi. Je sais ce que c'est que d'être à l'étranger. Et quel que soit le luxe dans lequel on n'est pas chez soi, ça fait du bien d'être chez soi, de se sentir chez soi. Donc, faut pas avoir peur de faire le premier pas. Après les difficultés, la personne va atteindre une certaine stabilité, pouvoir vivre sa vie normalement comme les autres. Ok. Super. Merci beaucoup. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre disponibilité parce que quand je vous ai contacté, tout de suite, vous m'avez répondu. Et quand les rendez-vous ne correspondaient pas, vous avez tout le temps toujours cherché à à me mettre au courant de vos disponibilités. Et je trouve ça agréable. Dans mes podcasts, il y a souvent la notion du temps qui revient. Où les gens, quand ils rentrent, ils comprennent pas
que Voilà. les rendez-vous, les gens ne respectent pas les rendez-vous, les gens ne tiennent pas au courant. Les gens te disent oui, je vais vous tenir au courant, mais on reste dans une sorte de flou. Et Voilà. j'avoue qu'avec vous, c'était très fluide et c'était vraiment très très appréciable. Nous voici à la fin de cet épisode avec Kabou, que je remercie pour sa disponibilité, pour sa bienveillance et pour son professionnalisme. Beaucoup de personnes évoquent, sans le nommer, le sentiment de rejet des siens qu'ils éprouvent au moment du retour. Ce sentiment est souvent évoqué dans le domaine professionnel et rien ni personne ne peut être préparé à cela car souvent, c'est en toute bonne foi que beaucoup essayent de participer. Je n'ai pas de solution à cela, mais je pense qu'il est important que nous nommons les choses pour pouvoir en parler et trouver ensemble des solutions. Vous pouvez contacter Kabou sur sa page Facebook Centre d'accompagnement psychologique et mental ou par WhatsApp. Je mets les liens en descriptif de l'épisode. N'oubliez pas de commenter et partager cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.